Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va discuter ensemble de simulation économétrique et plus particulièrement, on va discuter du Wild Bootstrap. Mais avant de se lancer dans le Wild Bootstrap, j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu en arrière à ce qu'on a vu dans une vidéo précédente. Donc dans une vidéo précédente, on a discuté ensemble du rééchantillonnage des résidus. Et on a vu que le rééchantillonnage des résidus, c'était une façon pour générer des pseudo-échantillons qui allaient nous permettre de trouver les valeurs empiriques des distributions de nos coefficients. Le problème avec le rééchantillonnage des résidus, c'est qu'on avait vu que c'était une méthode qui n'était pas robuste au problème d'hétéroscédasticité. Donc, si vous avez de l'hétéroscédasticité dans votre régression, bien, le rééchantillonnage des résidus va être une façon biaisée de calculer la distribution de vos coefficients. Donc, ce qu'on va faire ensemble, nous, c'est qu'on va développer le Wild Bootstrap et on va voir que le Wild Bootstrap, ça va être une méthode économétrique de simulation qui va être justement, elle, robuste à l'hétéroscédasticité. Donc, la première chose à faire, c'est de retourner à la régression de base. Donc, ma régression de base, c'est y est égal à a chapeau plus b chapeau fois x. Donc, ça, c'est ma régression linéaire standard, plus le terme d'erreur. Le terme d'erreur ici suit une moyenne nulle. Donc, en moyenne, l'erreur est égale à 0 avec une variance variable. C'est-à-dire que si on prend la matrice de notre terme d'erreur ici et qu'on regarde sa diagonale, donc notre matrice de variance-covariance, on va se rendre compte que la diagonale n'est pas une constante. La variance du terme d'erreur va varier dépendant d'où est-ce qu'on se retrouve dans nos observations. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut générer des pseudo-échantillons qui vont nous permettre d'estimer de façon robuste la variance de nos coefficients, sachant justement qu'on a ce problème-là d'hétéroscédasticité. Donc, pour faire ça, on doit générer des pseudo-échantillons. Donc, tous les problèmes de simulation économétrique, essentiellement, c'est des problèmes où on doit générer des pseudo-échantillons qui sont fiables et qui sont près de ce qu'on aurait observé initialement. Donc, si j'avais dû piger un nouvel échantillon dans mes données, ce que je vais avoir dans mes pseudo-échantillons, eh bien, ça doit être logique avec mon processus de génération de données. Et donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va partir du problème initial. Donc, moi, je vais partir de mon problème initial A chapeau, B chapeau fois xi, donc les valeurs simulées pour chaque observation par ma régression linéaire. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je veux modifier le terme d'erreur de sorte que je crée des pseudo-échantillons. Donc, je veux d'abord introduire de la variabilité et corriger pour l'hétéroscédasticité. Donc, le terme alpha i ici, ça va être un terme qui va nous permettre justement de corriger l'hétéroscédasticité. On va voir c'est quoi les termes, les valeurs que alpha i peuvent prendre à la prochaine diapositive. Et ensuite, j'ai mon terme vi, qui lui va être un terme généré aléatoirement avec une espérance nulle et une variance unitaire. Donc, pourquoi est-ce que j'ai une espérance nulle et une variance unitaire? Eh bien, c'est parce que je ne veux pas dénaturer la nature de mon terme d'erreur. Je ne veux pas prendre un terme d'erreur qui est hétéroscédastique et le transformer en terme d'erreur qui ne l'est plus ou qui est rendu avec une forme complètement différente du terme d'erreur qu'on avait observé. Donc ça va être le terme VI. On va également le couvrir de façon indépendante dans les prochaines diapositives. Mais d'abord, je vais vous faire la démonstration, à savoir comment est-ce que le terme bootstrappé, comment est-ce que la variance de mes coefficients bootstrappés va corriger l'hétéroscédasticité. Donc ici, j'ai mon y bootstrappé qui va être égal à mon y simulé plus la transformation du terme d'erreur. Donc la transformation du terme d'erreur ici, notez que AI, vous allez voir dans les écrits qu'on note souvent AI fois EI comme étant une fonction de EI. AI ici peut être une constante. Donc la façon la plus simple de voir le problème, c'est de dire que alpha i est égal à 1. Donc on ne pondère pas les résidus. On prend les résidus tels quels et on les multiplie par un terme aléatoire VI. Vous allez voir dans certains écrits qu'on va utiliser la fonction AI est égale une fonction du terme de la matrice de projection. Je n'entrerai pas dans ces détails-là dans cette diapositive ici parce que c'est un petit peu plus compliqué. Mais essentiellement, c'est de dire qu'on veut prendre les termes d'erreur et qu'on veut avoir une régression linéaire où on met plus l'emphase sur les termes d'erreur qui vont avoir un grand impact sur l'évaluation de nos coefficients. Un petit peu comme on le ferait avec une estimation des moyens de carré ordinaires pondérés. Mais pour l'instant, moi, je vais travailler avec alpha i est égal à 1. C'est la version la plus simple du Wild Bootstrap. Et ce que je veux vous prouver, c'est que lorsque j'utilise alpha i est égal à 1, eh bien la variance qui va être générée par mon Wild Bootstrap va être égale à la variance qui serait générée si j'avais corrigé mon modèle
mon modèle linéaire à l'aide d'une matrice de White. Donc la matrice de White qui est la matrice qui me permet de corriger justement mon terme d'erreur et qu'on trouve de façon analytique. Et donc la façon de faire, c'est d'abord de calculer la variance de bêta. Donc si je travaille avec des échantillons bootstrappés, la variance de bêta chapeau ici va être égale à la variance, va être égale à la somme, des bêta chapeaux bootstrappés. Donc si par exemple je fais 1000 simulations, eh bien pour chacune de mes simulations, je vais calculer un bêta chapeau. Et ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir faire la variance de ces bêta chapeaux-là. Donc la variance de bêta va être égale à bêta chapeau B moins la moyenne de mes bêta bootstrappés. Donc si par exemple j'ai 1000 bootstraps, pour chacun de mes bootstraps, je calcule un coefficient bêta, eh bien je fais la moyenne de ces 1000 bêta-là. Et ensuite, je multiplie ça par la même expression transposée. Essentiellement, ce que ça me dit, c'est que la variance est égale à bêta chapeau B moins bêta moyen au carré. Donc, c'est tout ce que je fais ici, c'est la variance de bêta. Donc, je pourrais développer cette expression-là. Je ne la développerai pas dans les diapositives. Si vous êtes à l'aise en algèbre, je vous invite à le faire. Donc, on sait que bêta chapeau est égal à x' exposant moins 1 multiplié par x' y. Et vous pouvez ensuite noter y est égal à vos bêta plus un terme d'erreur. Bref, quand vous retravaillez votre équation et que vous la simplifiez, vous allez arriver à la variance de bêta est égale à l'expression suivante. X' exposant moins 1, x' θ chapeau, x multiplié par x' moins 1. Donc ça, c'est une expression avec laquelle vous devriez être familier. Vous devriez être familier avec cette expression-là parce que c'est exactement la variance que vous obtenez lorsque vous calculez la variance d'un estimateur DOLS. Donc, par moins de corps ordinaire, vous allez trouver que la variance de bêta va être égale à ça ici. Donc, si j'étais en situation d'homocédasticité, cette équation-là se simplifierait encore davantage et vous auriez que la variance de bêta serait égale à sigma carré divisé par x'. Donc ça, c'est un résultat que vous obtiendriez si vous aviez une question d'homocédasticité. Mais nous, ce n'est pas le cas, on n'a pas d'homocédasticité. Ici, on est en fonction d'hétéroscédasticité. Donc, θ ici, ça se trouve être la matrice de variance-covariance de mes termes d'erreur simulés. Et donc, ce qu'on peut vous prouver, ce que Flasher vous prouve dans son papier, Bootstrapping Heteroscedasticity Consistent Covariance Metric Estimator, c'est un article qui est disponible en ligne, donc je vous invite à aller le voir si vous voulez plus de détails pour la démarche. Mais ce que Flasher nous montre, c'est que l'estimateur du bootstrap, c'est rien de plus qu'une approximation de la matrice de White. Donc, si je me pars de mon estimateur de ma matrice de variance-covariance bootstrappée, donc je m'intéresse au terme θ, donc les termes x', moins 1, x', c'est tous des termes qui sont déjà déterminés par vos variables explicatoires, donc par vos régresseurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terme θ, et le terme de θ, c'est rien d'autre que la matrice de variance-covariance, donc c'est l'espérance du terme d'erreur au carré, conditionnellement à x. Donc si je développe ce terme-là, eh bien ça me donne que θ est égal à alpha i au carré, multiplié par le terme d'erreur i au carré, multiplié par l'espérance de vi au carré. Et donc tout ça, ça se simplifie simplement à ei au carré. Pourquoi? Parce que vi, comme on va s'y intéresser plus tard, on sait que vi a une espérance nulle et une variance unitaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà décidé nous-mêmes par construction d'avoir pour vi. Donc vi ici va être égal à 1. Alpha i au carré ici, on avait déterminé que alpha i est égal à 1. Donc alpha i au carré va être également égal à 1. Donc ça me donne que θ ici, ma matrice de variance-covariance θ, elle est égale à l'erreur au carré. Et l'erreur au carré, cette matrice-là de variance-covariance, c'est rien de plus que la matrice de variance-covariance de White. Et la matrice de variance-covariance de White, c'est quelque chose qu'on est capable de simuler de façon analytique. Donc, analytiquement, sans même avoir à faire des bootstraps, on est capable de générer cette matrice de variance-covariance-là pour nos estimateurs bêta. Et donc, Flasher, McKinnon et la littérature nous dit toute la chose suivante. Il est inutile d'utiliser le Wild Bootstrap pour estimer la matrice de variance-covariance d'un estimateur hétéroscédastique si on est capable de calculer une matrice de variance-covariance robuste à l'hétéroscédasticité de façon analytique. Donc, si analytiquement, vous êtes capable de calculer la matrice de White, c'est une perte de temps, c'est une perte de valeur computationnelle.
que de faire un Wild Bootstrap. Pourquoi? Parce que le Wild Bootstrap va juste converger vers la matrice de White. Le problème, c'est que vous allez avoir à faire plusieurs milliers d'échantillons, plusieurs milliers de bootstraps pour avoir une matrice qui va converger. Donc, tout ce que vous vous trouvez à faire, c'est mathématiquement introduire de l'erreur. Donc, plus votre terme de bootstrap est faible, donc moins vous avez de simulation, plus il y a de chances que votre estimation de la matrice de White soit biaisée. Donc, à ce moment-là, pourquoi est-ce que vous voudriez estimer la matrice de variance-covariance par le Wild Bootstrap si vous faites juste introduire du biais? La réponse, c'est vous ne voulez pas l'estimer par le Wild Bootstrap. Donc, vous utilisez le Wild Bootstrap juste si vous n'êtes pas capable de calculer la matrice de variance-covariance de façon analytique. Donc, si par exemple, vous travaillez avec des modèles non linéaires. Mais pour la régression linéaire, je ne voudrais pas vous voir, si vous étiez mes étudiants, je ne voudrais pas vous voir utiliser un Wild Bootstrap pour estimer la matrice de variance-covariance d'une régression linéaire. Finalement, on va s'intéresser au dernier terme. Donc, nous, notre but ici, on se rappelle dans la vidéo, c'est de voir comment est-ce qu'on génère ensemble aléatoirement des pseudo-échantillons. Donc, on avait vu qu'on pouvait d'abord modifier le terme d'erreur avec une fonction AI. Nous, on avait vu que AI allait être égal à 1, mais dans la littérature, on va vous proposer différentes façons de corriger le terme d'erreur, différentes façons qui vont reposer sur la matrice de projection. Donc, si vous n'êtes pas familier avec le concept de matrice de projection ou ce que la matrice de projection signifie, je vais mettre une source plus tard dans la vidéo qui va vous permettre d'aller vous mettre un petit peu à jour sur le concept. Mais si vous avez bien suivi jusqu'à présent, vous vous rendez compte que alpha chapeau et bêta chapeau ne génèrent pas de variabilité. La fonction de transformation du résidu ne génère pas non plus de variabilité. Eh bien, c'est le terme VI qui va le faire. Donc, VI, ça va être une fonction de distribution. Ça va être une fonction de distribution qui va aléatoirement générer de la randomisation. Donc, il y a plusieurs types de fonctions de distribution que vous pouvez utiliser. Une des plus populaires, c'est la distribution de Radmacher. Donc, la distribution de Radmacher, ça va être VI, qui va être égal à 1 ou à moins 1, avec probabilité 0,5. Donc, 50% du temps, vous allez multiplier votre terme d'erreur par 1 et 50% du temps, vous allez multiplier par moins 1. Donc, c'est quoi les différentes propriétés de la distribution de Radmacher? Eh bien, essentiellement, la première probabilité, c'est que l'espérance de VI va être égale à 0. Donc, c'est assez simple de voir ça. L'espérance de VI, donc 0,5, 50% du temps, vous allez avoir 1, 50% du temps, vous allez avoir moins 1. Donc, en moyenne, vous allez avoir 0. Vous avez ensuite une variance de VI qui va être égale à 1. Et on pourrait également aller regarder un petit peu c'est quoi les conditions d'ordre supérieur. Donc, on pourrait aller voir c'est quoi l'espérance de VI exposant 3 et de VI exposant 4 pour regarder c'est quoi les différentes probabilités, c'est quoi les différentes caractéristiques empiriques de la distribution de Radmacher. Mais les plus importantes, c'est définitivement les deux premières. Donc, je veux vraiment avoir une moyenne nulle et une variance qui est égale à 1. Le fait d'avoir une variance qui est égale à 1, on se rend compte que ça me permet de vraiment voir rapidement qu'on converge vers la matrice de White. Donc ça, c'est le concept de randomisation. Et essentiellement, ce que vous allez vouloir faire, c'est que vous allez avoir généré plusieurs bootstraps YI et avec vos données X initiales, eh bien, vous allez être capable de réestimer pour chaque nouveau pseudo-échantillon des valeurs de alpha chapeau et des valeurs de bêta chapeau. Donc, si vous créez 1000 pseudo-distributions de Y, eh bien, vous allez pouvoir évaluer 1000 coefficients pour chacune de vos observations. Et à ce moment-là, avec vos 1000 coefficients, vous allez être capable d'évaluer une distribution empirique. Donc ici, ce que j'ai fait dans cette dernière diapositive-là, parce que je suis conscient qu'on a vu beaucoup de matériel dans cette vidéo-ci, c'est si vous avez envie de reprendre un petit peu les notions sur le Wild Bootstrap avec de la littérature pour bien vous y familiariser, je vous recommande à ce moment-là 3 lectures. 3 lectures qui vont vraiment vous aider à bien comprendre le Wild Bootstrap. La première lecture que je vous recommanderais de faire, c'est une lecture de Davidson et McKinnon. Donc, Davidson et McKinnon ont écrit un papier, Bootstrap Method in Econometrics. À la section 5, on discute beaucoup du Wild Bootstrap. On discute également du Bootstrap par les pairs dans ce papier-ci. Et on vous explique bien comment est-ce que le Wild Bootstrap, justement, c'est quoi les différents types de transformations que vous pouvez faire sur les termes d'erreur et comment est-ce que ces distributions-là vont converger vers des matrices de variance-covariance qu'on peut estimer de façon analytique.
Vous avez ensuite une lecture de Emmanuel Flasher. Donc Flasher a vraiment écrit beaucoup sur le Wild Bootstrap. Et dans cette lecture-là, Bootstrapping Heteroscedastic Regression Models, Wild Bootstrap versus Pair Bootstrap, Emmanuel Flasher vous présente bien un petit peu une vue d'ensemble des méthodes de bootstrapping pour gérer les problèmes d'hétéroscédasticité. Et finalement, je vous propose de la lecture sur Sciences Directes. Donc sur Sciences Directes, c'est un annexe mathématique où on vous présente la matrice de projection. Donc moi, j'en ai pas vraiment discuté dans la vidéo, mais dans les différentes lectures que vous allez faire, vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de transformer le terme d'erreur. Donc si vous décidez de transformer votre terme d'erreur par autre chose qu'une constante, bien à ce moment-là, ces transformations-là vont généralement faire référence à la matrice de projection ou comme on l'appelle en anglais la hat matrix. Et donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est dans le prochain vidéo, donc il y a une suite à cette vidéo aussi, et ça va être une suite de façon empirique. Donc dans RStudio, je vais avoir une base de données avec une régression linéaire qui présente de l'hétéroscédasticité. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer qu'avec les différents packages qu'on peut utiliser dans RStudio, eh bien, on va voir que lorsque j'utilise le Wild Bootstrap pour estimer mes coefficients, eh bien, la variance-covariance que je vais trouver à l'aide de mon Bootstrap va converger vers simplement une estimation robuste en utilisant la matrice de White. Donc, on va voir ça ensemble dans le prochain vidéo. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, juste à aller voir dans mes vidéos.